Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 24 novembre 2024. Une délégation du Parti communiste chinois était à Cotonou pour échanger avec différents partis politiques au Bénin, outre la coopération économique qui est en très bonne forme entre le Bénin et la Chine. Le partenariat politique est également envisagé. L'Union progressiste, le renouveau, a eu des séances de travail avec la délégation du PCC. Alors, quel format pourrait prendre ce partenariat? Nous ferons le point de discussion avec Jacques-Richard Kodjo. Il est membre du bureau politique de l'Union progressiste, le renouveau. À travers lui, vous saurez ce que pense le parti de Maître Joseph Diogbenou de la création du cadre de concertation des partis d'opposition, sans oublier la décision du groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU qui demande la libération du professeur Joël Aïvo. Nous allons passer au peigne fin les faits qui ont marqué la semaine dernière. Et vous suivrez son regard donc sur l'actualité. Il s'agit de Claude Alofa, directeur de publication du quotidien L'Informateur. Vous suivrez ses analyses. Il nous dira également ce qu'il pense des sujets retenus pour les discussions. C'est juste après la revue de presse hebdomadaire de Asiongbo Kanyi Asiongbo. Au dernier rendez-vous de cette émission, nous serons avec notre artiste de la semaine, Sweet Glory, lance son Adiapiano le jeudi 28 novembre prochain. C'est une nouvelle dimension de l'artiste que nous allons découvrir au cours de notre entretien. Sweet Glory sera avec nous sur ce plateau aux environs de 14h30. Rendez-vous à ne pas rater. Mesdames et messieurs, bonne arrivée. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, la Marine nationale a participé à l'exercice Grand African Nemo 2024. C'est un exercice annuel aéro-maritime multinational organisé par la Marine française et l'architecte de sécurité maritime de Yaoundé. On parlera de l'intervention de la Marine béninoise lors de cette opération. On parlera également d'un atelier de vulgarisation ouvert mercredi à Parakou. Au cœur des discussions, la loi portant cadre juridique des partenariats publics privés en République du Bénin. Les participants parleront également des outils de promotion de l'investissement dans les communes. Images et reportages à suivre. À suivre également les temps forts de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance édition 2024. Le groupe musical Star Féminine Band de l'Atakora a marqué l'événement à sa manière. Avec le soutien de l'UNICEF, le groupe a lancé son morceau « Toutes les filles à l'école ». On démarre avec les infos. Grand African Nemo 2024, c'est le nom de l'exercice auquel a participé la Marine nationale. Il s'agit d'un exercice annuel aéro-maritime multinational co-organisé par la Marine française et l'architecture de sécurité maritime de Yaoundé dans le cadre de la coopération pour la liberté de la navigation dans le golfe de Guinée. L'objectif est d'améliorer la coordination régionale et la sensibilisation au domaine maritime. L'exercice a permis aux marines togolaises, béninoises et nigérianes de mener conjointement une opération de poursuite et d'arraisonnement d'un bateau piraté. Reportage. Face à l'épreuve, ce n'est pas la réactivité qui manque à la Marine nationale. Embarquée de plein pied dans la phase zonale de l'exercice Grand Nemo 2024, la Marine nationale répond ici dans cette salle du centre de commandement des opérations à l'appel du briefing, une étape clé qui permet de passer en revue les informations collectées avant le début de l'opération Pirates. Dans le cas d'espèce, il s'agit pour la marine béninoise de se lancer à la chasse d'un navire suspect poursuivi la veille par la marine togolaise qui n'a pas réussi à l'intercepter. L'opération de poursuite se déroule à bord du patrouilleur P900 Pendjari, commandé par le lieutenant de vaisseau-major Mathieu Zamassou. Avec son équipage, il traque pendant plus d'une heure le navire suspect avant de réussir à l'intercepter. Selon la procédure, les discussions sont engagées afin d'identifier le navire. Malgré les efforts entrepris, ce dernier n'a pu être abordé avant d'atteindre la frontière maritime bénino-nigériane où un handover a été fait pour une prise en chasse. Nous sommes rentrés en communication avec ce dernier
qui nous a, à travers ces communications, fait comprendre qu'il se passait quand même quelque chose de bizarre à bord de ce bateau. Et derrière, nous avons demandé à ceux qui s'arrêtent pour qu'on puisse faire les vérifications des informations qu'il nous donnait, ce qu'il n'a pas voulu. Nous avons tout fait pour l'arrêter. Il n'a pas voulu coopérer, jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la frontière maritime du Bénin avec le Nigeria, où nous avons passé la situation à la marine du Nigeria afin de poursuivre l'opération. Passant ainsi le relais à la marine nigériane, la marine béninoise réussit avec brio la mission et a démontré toute son efficacité en de pareilles circonstances. La mission d'évaluation qui a accompagné l'opération s'en réjouit. Je voudrais dire que je suis très satisfait d'abord du travail abattu par l'équipage. Notre bateau s'est très bien comporté. Gano 24 a permis durant son exécution à l'amélioration de la coopération régionale, mais aussi à l'expertise tactique pour lutter contre la piraterie et autres activités criminelles maritimes. On va parler maintenant de cet atelier de vulgarisation annoncé il y a quelques minutes. Les travaux se déroulent à Parakou et se penchent sur la loi cadre, la loi cadre juridique des partenariats publics-privés en République du Bénin. Les maires des communes, des départements du Borgou, de l'Albouri, de la Colline et de la Donga, accompagnés de leur secrétaire exécutif et autres cadres de l'administration communale prennent part donc à cette rencontre de 2 jours. Il sera également question d'échanger autour des outils de promotion de l'investissement dans les communes. La secrétaire générale adjointe du ministère de l'économie et des finances a ouvert les travaux. Les précisions sont avec Jacques Degui. L'initiative émane du ministère de l'économie et des finances, de concert avec l'agence de promotion des investissements et des exportations à pièces. L'étape de Parakou fait suite à celle de Cotonou, qui avait réuni les communes de la partie méridionale. S'il est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, il n'en demeure pas moins vrai que c'est sa publication qui la rend opposable aux tiers. C'est pour cette raison que le présent atelier est organisé en vue de faire disséquer son contenu et vous permettre d'en tirer le maximum de profit pour les communes dont vous assurez la gouvernance. Au cours de cette formation, vous aurez l'occasion d'explorer différents aspects des PPP, depuis la planification et la structuration des projets jusqu'à leur mise en œuvre et leur gestion. En clair, il sera question durant ces 2 jours d'échanger autour du cadre législatif et réglementaire, le cadre institutionnel, les procédures de passation avec les outils de promotion de l'investissement en faveur des communes, ainsi que les exigences fiscales et les acteurs des collectivités locales, ignorant jusqu'ici du contenu de cet instrument juridique, n'en demandaient pas plus. Les communes veulent davantage d'accompagnement. Le FADEC seul ne peut pas suffire pour financer le développement à la base. Les partenaires techniques et financiers seuls ne peuvent pas suffire. Il nous faut des mécanismes innovants pour capter d'autres financements pour le développement de nos collectivités. La PIEX vous assistera dans les régions. Nous avons tout un personnel à PIEX qui est là, que nous présenterons tout à l'heure, qui va vous assister dans les régions pour véritablement rentrer dans ce nouveau cadre de réforme qui n'a plus rien à voir avec l'ancien cadre. Entrée en vigueur depuis le 30 juillet 2024, la nouvelle loi sur le cadre juridique du partenariat public-privé vient corriger les insuffisances relevées dans l'ancien texte. Cet atelier permettra donc de lever un coin de voile sur les avantages cachés dans ce document et qui, une fois appropriés, vont contribuer à booster le développement des communes. La mise en place de ce cadre juridique est une opportunité à saisir pour booster l'économie locale et accroître les ressources nécessaires pour impacter les conditions de vie des populations. C'est pourquoi je vous exhorte à profiter de ce précieux instrument pour établir des partenariats avec les acteurs privés de vos communes. Précisons que ce projet de vulgarisation est soutenu par la coopération allemande et l'Union européenne.
Autre sujet de l'actualité à présent, le Forum africain sur la recherche et l'innovation aura lieu à Cotonou en mai 2025 et ce, après le rendez-vous d'Abuja en 2022, en prélude donc à l'événement et la célébration du 50e anniversaire de la CEDEAO. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a organisé samedi dernier de concert avec l'Institut du sous-régional, une conférence de presse, une activité qui a connu également la présence de diverses personnalités du secteur de la recherche et de l'innovation. On fait le point avec Hugues Vignibé. Des étudiants au ministre, en passant par les promoteurs du start-up et les dirigeants d'institutions continentales et internationales, c'est toute la chaîne de la recherche et de l'innovation qui est représentée dans cette salle. Ciblant la jeunesse africaine, le Forum africain pour la recherche et l'innovation est l'un des 4 grands programmes découlant de la politique de la CEDEAO sur la science, la technologie et l'innovation, adopté par les chefs d'État et de gouvernement en juin 2012. Donc de cette politique, nous avons développé 4 grands programmes. Le premier, c'est le programme d'appui à la recherche et à l'innovation. Il y a la mise en place du réseau ouest-africain des académies nationales des sciences. Il y a le développement du premier satellite de la CEDEAO pour l'observation de la Terre, ECOSAT 1, dont les études sont en cours. Et évidemment, il y a le Forum africain pour la recherche et l'innovation, forum qui nous réunit ici. Il s'agit pour notre communauté et ses partenaires de tirer le meilleur parti du potentiel de la jeunesse africaine au service de la transformation de notre continent et de leur offrir à eux-mêmes un cadre et un avenir pour s'exprimer et exposer leurs talents, mais aussi, surtout, vivre leurs propres rêves. Je suis ravie de me rendre compte avec vous de la pertinence, aussi de l'utilité d'un tel événement. Car il s'agit là d'un événement de haute portée scientifique et technologique qui vise essentiellement à offrir aux acteurs concernés, et notamment à tous les jeunes scientifiques et jeunes porteurs de grandes ambitions, des possibilités d'échange, de formation, de partage. Le thème du FARI édition 2025 est jeunesse africaine, innovation et entrepreneuriat, bâtir un avenir durable. Cet événement coïncide avec la célébration du cinquantenaire de la CEDEAO. Nous allons célébrer notre jubilé l'année prochaine. C'est le moment, effectivement, de nous interroger sur ce que nous avons fait pour notre jeunesse et ce que nous devrons faire pour cette jeunesse. Le FARI 2025, c'est une session des experts, une exposition des start-up innovateurs, une session des ministres et une conférence de 2 chefs d'État et de gouvernement. De l'autre côté, les membres des groupes de travail technique du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Ghana constitués dans le cadre de la mise en œuvre du projet sur les indicateurs du travail forcé ont tenu les 21 et 22 novembre dernier à Cotonou une séance de travail. C'est un forum qui s'inscrit dans le cadre des discussions entre différents groupes en vue du renforcement de la collaboration et de la coordination sous-régionale en matière de lutte contre le travail forcé et la traite des personnes. Adidia Tomatis, ministre béninoise du Travail et de la fonction publique, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Reportage. Madame la directrice du programme. Combattre le travail forcé et la traite des personnes. C'est le but que s'est fixé le projet sur les indicateurs du travail forcé, lancé à Accra en 2018 et regroupant le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Les objectifs de ce forum sont notamment discuter des expériences de collaboration dans la lutte contre le travail forcé et la traite des personnes, identifier les nouvelles formes de manifestation de ces fléaux et définir des stratégies de lutte. Qu'ils vous souviennent que c'est seulement en mai dernier, ici même dans cet hôtel, que nous avons officiellement lancé le projet FLIP au Bénin. 6 mois après, nous avons parcouru du chemin et nous voilà aujourd'hui en train d'accueillir nos pairs du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Le GTT Côte d'Ivoire est heureux de prendre part à vos côtés à cette réunion qui non seulement offrira à tous
l'occasion de partager des leçons apprises et au-delà va permettre, à n'en point douter, d'explorer des possibilités de collaboration continue et de discuter d'une approche régionale pour lutter efficacement contre le travail forcé et la traite des personnes. Cet événement marque une étape cruciale de notre engagement collectif pour combattre sous toutes ses formes le phénomène récurrent du travail forcé et de la traite des êtres humains dans nos pays. Nous devons en effet tout mettre en œuvre pour que les hommes et les femmes vivent et travaillent dans des conditions sûres, équitables et légales. Financé par le ministère américain du Travail, le projet FLIP est mis en œuvre par l'ONG Vérité. Nous travaillons à enraciner les droits humains dans l'ADN des sociétés en mettant en place des stratégies qui font le lien entre la direction et les personnels sur le terrain. Nous faisons aussi des recherches sur le droit du travail. Cette cérémonie de lancement a été marquée par la remise d'un présent au président directeur général de Vérité et la présentation des différentes délégations. Le forum inclut plusieurs activités, dont un partage d'expériences et la mise à jour du projet FLIP et des GTT du Ghana et de la Côte d'Ivoire. À noter que les 3 pays bénéficiaires du projet ont ratifié la Convention 29 de l'OIT et le protocole de Palerme qu'ils ont intégré à leur législation nationale. La difficulté des femmes entrepreneurs dans leur secteur d'activité était au cœur d'un panel de discussion. Il est animé par le directeur général des impôts, le directeur de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises et la représentante de la Caisse nationale de sécurité sociale. Des débats qui ont permis aux responsables des institutions de l'État d'éclairer les chefs d'entreprise sur un certain nombre d'éléments essentiels en les invitant à être en règle avec la fiscalité pour bénéficier de leur accompagnement. Reportage. 3 personnalités forment ce panel de discussion. Il y a le directeur général des impôts, entouré de son collègue de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, et la représentante de la Caisse nationale de sécurité sociale. Face à ces femmes entrepreneurs, les panélistes recueillent les difficultés liées à la fiscalité et l'agroalimentaire, particulièrement la délivrance de la facture normalisée. La préoccupation aujourd'hui, c'était par rapport aux difficultés dans l'agroalimentaire à avoir les factures normalisées. Je demande l'attestation que je devais prendre chez eux. Moi, j'ai pris le papier qui prouve que j'ai un numéro et je suis allée à la caisse payer ce que les 5 000 francs qu'ils ont demandé et ils m'ont envoyé quelque part d'autre. Et c'est là on me dit où sont vos reçus de paiement. Je dis quel reçu de paiement? On me dit oui. Vous devez payer pour celui que vous avez déclaré. La démarche de la direction des impôts et de l'ADPME étant de développer une approche pédagogique avec ces femmes dans un dialogue et un accompagnement mutuel, les responsables concernés, chacun à son niveau, apportent des éléments de clarification. Les agriculteurs, les planteurs, les éleveurs, dont les agriculteurs qui vendent leurs récoltes, leurs propres récoltes, ne sont pas tenus de délivrer la facture normalisée. Mais par contre, lorsqu'il y a un intermédiaire qui achète auprès de l'agriculteur pour les revendre, celui-là n'est plus un agriculteur, donc lui doit pouvoir délivrer, il a l'obligation de délivrer la facture normalisée. L'ADPME peut vous aider, peut vous accompagner à obtenir cette attestation fiscale. Le DGI a dit lundi dernier au Golden Tulip que à partir du moment où c'est l'ADPME qui lui présente les entreprises qui ont besoin d'attestation fiscale, on regarde leur dossier et on délise automatiquement l'attestation fiscale. Ça permet à l'entreprise de pouvoir se mettre à jour, parce que cette attestation fiscale va vous permettre en fait, d'être accompagné par l'ADPME. Accompagnement technique et accompagnement financier. Dans ces conditions, vous avez plutôt intérêt à rentrer en fait dans le cadre légal pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement. La CNSS étant une structure qui assure la protection sociale des travailleurs, rappelle ici aux chefs d'entreprise la nécessité de déclarer leurs employés.
Et au niveau de la CNSS, pour que nous, on connaisse un employeur, pour qu'on dise que quelqu'un est un employeur, il faut forcément que la personne est un employé. On ne peut pas être employeur quand on n'a pas un employé. Donc chez nous, la porte d'entrée déjà à la CNSS en tant qu'employeur, c'est qu'il faut avoir ne serait-ce qu'un seul employé. Au sortir des échanges, ces femmes se disent être satisfaites et promettent de remplir leurs obligations fiscales afin de bénéficier des avantages des structures étatiques. Selon les données de l'APS, les femmes créatrices d'entreprises individuelles constituent 37,5% en 2023. Dans le reste de l'actualité pour le compte de cette édition, la Chambre nationale d'agriculture du Bénin sera bientôt entournée de reddition de comptes. L'annonce a été faite à la faveur d'une conférence de presse organisée vendredi dernier au siège de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 4. C'est à Parakou. C'est un exercice qui vise à faire le point des actions de la Chambre au profit des agriculteurs du Bénin. La tournée qui va se dérouler sur l'ensemble du territoire national va permettre aux membres de la Chambre nationale d'agriculture de recueillir les attentes et les suggestions des producteurs agricoles dans la perspective d'une amélioration du secteur au Bénin. Les précisions sont avec le président de la Chambre au micro de Chabi Epiphane. La Chambre nationale d'agriculture du Bénin, dans son rôle de représentant des professionnels et autres acteurs du monde agricole auprès des pouvoirs publics et de la promotion des secteurs agricoles et para-agricoles, se doit d'être, d'une part, un canal pertinent pour communiquer en direction des acteurs du monde agricole sur les actions que mènent les pouvoirs publics en leur faveur. D'autre part, elle doit de se positionner comme une courroie de transmission des attentes réelles du secteur agricole aux autorités gouvernementales à divers niveaux. C'est pourquoi la tournée que nous organisons nous permettra non seulement de répondre à certains questionnements en termes de niveau de performance des actions tendant à accomplir des réalisations physiques ou immatérielles, des facilités et d'instruments de développement tels que les fonds associés et les agences. La tournée servira également de cadre favorable pour recueillir les avis, les suggestions, les besoins et attentes des agriculteurs et autres parties prenantes pour une meilleure répartition des financements sur les cibles prioritaires de l'État en faveur des acteurs du monde agricole. C'est pourquoi nous invitons toutes les parties prenantes à se mobiliser de cette activité afin que rien de ce qui est fait ne reste inconnu ou incompris des acteurs agricoles et qu'aucun besoin du secteur ne soit oublié et de même qu'aucune attente pertinente ne soit délaissée par les pouvoirs publics. Donc nous supplions à tous ces acteurs de se concentrer et d'assister à cette tournée, de participer pour qu'ensemble nous puissions évaluer le gouvernement du président Patrice Talon depuis 8 ans qui gère notre pays. Cela permettra également à ce gouvernement de savoir comment nous apprécions les actions qu'il mène. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Où est-ce que nous avons été contents? Où est-ce que nous ne l'avons pas? Et qu'est-ce que nous attendons d'eux? À la fin de cette tournée, un rapport sera transmis au président de la République pour lui dire voilà ce que le secteur agricole pense de votre gouvernement, de votre gestion en ce qui concerne le secteur agricole depuis les 8 années que vous avez eues à gérer notre pays. Le congrès EC régional 2024 se déroule en ce moment même dans la commune d'Abomey-Calavi. Plusieurs délégations étrangères honorent ce rendez-vous spirituel de 3 jours. Les ateliers ont démarré dans toutes les sections et les participants sont venus de toutes les contrées du Bénin. Découvrez Ekankar, la voie de la liberté spirituelle. C'est le principal thème de ce congrès dont les travaux prennent fin ce dimanche. Reportage. C'est la première fois que Marthe participe à un congrès EC. Elle a toujours entendu parler d'Ekankar, la voie de la liberté spirituelle. Après quelques années d'hésitation, la voici enfin au congrès EC régional 2024. J'ai l'habitude de fréquenter une maman et c'est elle qui m'a parlé d'Ekankar.
Bon, au début, j'étais un peu, pour ne pas dire très réticente. Et je me suis dit, bon, moi, j'ai carrément peur quand j'entends Ekankar. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Et elle m'en a parlé 1-2 fois. Après, elle m'a parlé d'un congrès régional. Et j'ai décidé d'y participer pour au moins voir si j'aurais de nouvelles expériences. Je le porte. Oui. L'accueil est juste très chaleureux et je suis vraiment émue, bouche bée, je ne m'y attendais vraiment pas. Ils sont vraiment respectueux, courtois et je suis sans voix. Après cet accueil chaleureux qui la met en confiance, Marthe accepte de participer à son tout premier atelier aux côtés de nombreux autres visiteurs, eux aussi venus découvrir Ekankar, la voie de la liberté spirituelle. Plusieurs délégations des pays de la sous-région ont répondu présent à ce congrès EC régional dont le thème exhorte à découvrir Ekankar, la voie de la liberté spirituelle. C'est une rencontre internationale pour un ressourcement approfondi. C'est en quelque sorte un congrès pour un ressourcement pour les étudiants EC. Mais pour ceux qui sont nos visiteurs, ils arrivent pour trouver des réponses à leurs préoccupations les plus profondes sur des questions spirituelles, la vie. Je dirais que le congrès a 3 axes. La splendeur de l'âme. Qui suis-je? Premier axe. Deuxième axe. En fait, aujourd'hui, tout le développement du congrès est axé autour de la splendeur de l'âme. Demain, ce serait autour des exercices spirituels EC. Et le dimanche, ce serait autour du Mahanta et Maître EC vivant. Autant les visiteurs sont entretenus, autant les étudiants en sciences d'Ekankar sont aussi entretenus par leurs aînés à travers différents ateliers répartis selon les groupes d'âge avec une pédagogie spécifique pour aider les participants à mieux comprendre les enseignements EC. Pour nous aider. Qui encore? Voilà. Un autre. Bien. Divine, parce qu'on est âme. Voilà, dans la salle, nous encadrons les jeunes de la tranche de 5 à 8 ans. Il y a les activités qui sont prévues, comme les coloriages, les jeux, les chansons, les collages, voilà. Et il y a des animateurs pour chaque activité. Aussi pour nous aider à encadrer les jeunes, pour que tout se passe bien. Nous avons des encadreurs à chaque table. Même les tout-petits ont leurs sections respectives. Et tout est mis en œuvre pour non seulement occuper les enfants, mais aussi assurer leur sécurité et leur confort tout au long du congrès. C'est un début de cette session d'information et c'est d'ailleurs le dernier sujet du point de l'actualité. Le groupe musical Star Féminine Bande de l'Atakora a célébré à sa façon la Journée mondiale de l'enfance édition 2024 sous l'impulsion de l'UNICEF. Ce groupe musical de 7 jeunes filles dévouées pour la promotion des droits des enfants a procédé au lancement de sa chanson baptisée Toutes les filles à l'école. C'est le bureau de l'UNICEF Natitengo qui a servi de cadre à ce lancement. On voit ça avec Nominé championne de l'UNICEF il y a exactement 1 an, le groupe musical Star Féminine Bande de l'Atakora a mené une série d'activités allant dans le sens de la promotion des droits des enfants. Parmi celles-ci, une chanson intitulée « Toutes les filles à l'école ». Saisissant l'occasion de la célébration de la Journée de l'enfance édition 2024 sous l'impulsion de l'UNICEF, ce groupe de 7 jeunes filles dévouées pour la défense des droits des enfants a décidé de lancer cette composition musicale à la faveur de ce tête-à-tête avec les hommes des médias. Nous avons produit une chanson intitulée « Éducation des filles » qui invite les parents à s'engager davantage pour la scolarisation de leurs enfants, notamment leurs filles. Chers professionnels des médias, l'objet de cette rencontre est d'annoncer officiellement le lancement de cette chanson. Le choix du 20 novembre
n'est pas un hasard. Cette date marque la journée mondiale de l'enfance. Célébrée sous le thème « Écoutez l'avenir », cette édition rappelle que les parents et les décideurs doivent écouter les enfants et respecter leur droit de s'exprimer. Entre autres messages clés véhiculés dans cette composition musicale, on peut retenir. Pour l'avenir du Bénin, protégeons nos filles. Laissons-les étudier. Chaque fille en classe, pas en mariage. Bâtissons leur avenir. Nous comptons sur vous, chers médias, pour amplifier ces messages et faire résonner notre plaidoyer auprès du plus grand nombre. Le présent lancement fait partie des activités phares que l'UNICEF a prévues dans le cadre de cette célébration dans la cité de Nanto. Le bureau de l'UNICEF de Nati Tengou a prévu un certain nombre d'activités, dont le lancement de la chanson intitulée « Toutes les filles à l'école » du groupe musical Star Feminine Band. La Star Feminine Band est un groupe musical de la Takora qui s'investit beaucoup pour la promotion des droits de l'enfant, raison pour laquelle ce groupe constitué de jeunes filles, de braves jeunes filles, a été nominé championne de l'UNICEF. La composition musicale « Toutes les filles à l'école », exécutée dans plusieurs langues, est déjà disponible sur les plateformes digitales. Au-delà de ce lancement, l'UNICEF a prévu une série d'activités à Nati Tengou dans le cadre de cette célébration. Et c'est sur cette belle chanson du groupe musical Star Feminine Band de l'Atakora que prend fin la première partie de cette émission. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Ce programme va se poursuivre. On va voir ce qui fait l'actualité au niveau du parti Union Progressiste Le Renouveau. Le docteur Jacques Richard Kodjo est l'un des membres du bureau politique du parti. Il nous rejoint juste après Actu sur le net. Réalisation Florence Moussa. Amis d'Actu sur le net, bonjour. On démarre par cette nouvelle. Le Bénin décroche sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 grâce à un match nul 0-0 face à la Libye ce 18 novembre 2024 en terre libyenne. À l'issue de la rencontre, les Béninois ont laissé éclater leur joie sur la toile. Alain Oroun l'a écrit sur sa page Facebook après avoir accueilli les guépards aux côtés des autorités du sport. Le cœur de la nation, depuis hier, bat à la fierté et à une joie contagieuse. Partout dans le pays, bras levés, les Béninois exultent et crient leur bonheur de savoir notre étendard flotter aux côtés des meilleures équipes sur le continent. C'est le moment de dire un vrai merci au premier supporter des Guépards, le président Patrice Talon, qui a cru jusqu'au bout en notre sélection nationale et en sa capacité à vaincre. Le Bénin révélé n'est plus désormais un projet, c'est un fait constaté dans tous les domaines. Comme lui, bien d'autres internautes ont également réagi. En termes de résilience, le Bénin c'est la meilleure nation de football au monde. La 5e qualification de notre histoire. Le Bénin a le même palmarès que le Portugal de Ronaldo en termes de Coupe du Monde. Cette qualification n'est pas brillante, dites la vérité, ça permet d'avancer. Il reste beaucoup à faire dans cette équipe et dans le foot béninois en général. Sur les canaux digitaux de votre chaîne Canal 3, qui a relayé les moments forts de l'accueil de l'équipe nationale, les commentaires abondent. L'essentiel maintenant, c'est d'aller loin dans la CAN prochaine. Les qualifications épisodiques ne sont pas un bilan et le Bénin n'a jamais eu son destin en main avant les 2 récents miracles. Il faut doter le football d'une vraie stratégie décennale et au-delà s'il vous plaît. Le célèbre chanteur, danseur, humoriste, influenceur ivoirien Dan Marcel est passé de vie à trépas des suites d'une maladie. Il était âgé de 30 ans. Marcel était connu pour ses vidéos hilarantes sur les réseaux sociaux. Le jeune artiste incarnait souvent le personnage Maman de Dodo qu'il a créé lui-même. Un personnage grâce auquel il révèle un vrai talent d'humoriste. Ses vidéos culminent des millions de vues et il est suivi par près de 3 millions de personnes sur les réseaux sociaux. À l'annonce de sa mort, les messages d'hommage ne cessent d'agiter la toile.
Après avoir changé sa photo de profil en fond noir, l'artiste chanteuse José écrit « Maman de dodo, va et repose en paix ». Mollard, quant à lui, « Que Dieu t'accueille dans son paradis, fils. Ta bonhomie et ta gentillesse vont nous manquer. » Assalfo. C'est avec une immense tristesse et une grande stupéfaction que j'apprends ton départ. Les mots me manquent pour exprimer ma douleur. Tout ce que je peux faire, c'est m'agenouiller et prier avec ferveur, demandant à Dieu le Tout-Puissant de t'accueillir dans son royaume et de t'accorder sa miséricorde infinie. Restons en Côte d'Ivoire pour évoquer cette actualité qui n'a pas manqué d'agiter la toile. Le célèbre influenceur Apouchou National n'est plus libre de ses mouvements. Dans un communiqué en date du 14 novembre 2024, le procureur du pôle pénal économique et financier d'Abidjan, Claude Michel Kamagaté, informe que l'influenceur a été déposé en prison. Ce jour, 14 novembre 2024, Agbré Stéphane, alias Apouchou National, Fofana Abdoulaye, Akobe Léonel, alias Léonel PCS, Dofou Aristide et Sidibé Kader ont été déférés au parquet près le pôle pénal économique et financier. Une information judiciaire a été ouverte à leur encontre avec mandat de dépôt. Les mis en cause sont accusés des faits d'infraction à la réglementation des relations financières extérieures des États, de blanchiment de capitaux, de prise de paris illicites sur les réseaux de communication électronique et de transfert d'argent dans le cadre de jeux d'argent illicites sur les réseaux de communication électronique, peut-on lire dans ce communiqué. Dans un message sur sa page Facebook, l'actrice ivoirienne Bleu Brigitte, mère de Apouchou National, a exprimé sa gratitude pour les nombreux soutiens qu'elle a reçus et a appelé à la modération de la part des fans de l'influenceur ivoirien. S'adressant directement à ces derniers, elle leur a demandé de s'abstenir de tenir des propos nuisibles ou inappropriés. D'autres internautes ont commenté cette actualité également. Nadia Sabé. Je demande humblement pardon aux autorités pour mon frère Apouchou National qui a fait une erreur. Ce moment est difficile pour lui et pour tous ceux qui l'aiment, moi y compris, car il est un frère pour moi et Ariel. Sa maman est comme la mienne, car elle m'est très chère. Le général Camille Makosso. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mon fils, mais je peux vous dire que c'est le cœur en larmes que j'écris ces mots. Je retiens une chose, Dieu est avec lui. Un Facebooker pense tout simplement que cette information nous prouve que les autorités ivoiriennes, notamment judiciaires, font du bon boulot. On ne peut pas faire la propagande d'une richesse sans une justification de son origine. Retour sur le plateau du grand format pour la suite de notre aventure. Nous ouvrons ainsi la page invitée donc de ce rendez-vous. Dr Jacques Richard, bonjour. Bonjour. Alors bienvenue sur le plateau du grand format. Vous êtes membre donc du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau, ce parti de la mouvance présidentielle qui a reçu lundi dernier une délégation du Parti communiste chinois. Quel est véritablement l'intérêt de cette rencontre avec le PCC? Merci beaucoup Idriss Boukari. Je voudrais commencer par remercier les responsables de Canal 3 et vous-même pour votre invitation. C'est toujours un honneur pour nous de venir sur votre plateau pour donner quelques éclaircissements. Ce n'est pas pour imposer nos positions, mais nous venons éclairer les téléspectateurs sur le travail que nous faisons. En effet, il faut savoir que d'abord la Chine en tant qu'État a des relations qui datent de plusieurs décennies avec le Bénin. Donc la Chine et le Bénin sont des partenaires stratégiques.
Et vous n'êtes pas sans savoir que la Chine intervient dans notre pays dans maints domaines. Également, il y a plein de coopérations. Il y a d'ailleurs un institut chinois à l'université d'Abomey-Calavi. Il y a un institut chinois. Il y a un très grand brassage entre les étudiants chinois et les étudiants béninois. C'est vous dire la vitalité de la coopération qui existe entre la Chine et le Bénin. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Dans ce cadre-là, la Chine est une grande nation qui avance depuis plusieurs millénaires, mais aujourd'hui, en tant que république, la Chine avance depuis à peu près un centenaire. Et depuis la création de la République chinoise, nous voyons que c'est un seul parti qui dirige la Chine depuis lors, le Parti communiste chinois. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y a d'autres partis politiques en Chine. En dehors du Parti communiste chinois, il y a environ 8 partis politiques qui sont en exercice légalement en Chine. Alors, l'intérêt, c'est que qu'est-ce qui fait que le Parti communiste chinois reste aussi longtemps au pouvoir? C'est quoi le secret de longévité du Parti communiste chinois? C'est dans cet esprit que l'Union progressiste, le Renouveau et le Parti communiste chinois ont décidé de se donner la main. Et nous, en tant qu'Union progressiste, le Renouveau, nous allons à l'école du Parti communiste chinois, à l'école du parti en termes de fonctionnement interne du parti, en termes d'organisation du parti et en termes de démarche. C'est dans ce cadre que l'année dernière, une délégation du parti Union progressiste le Renouveau s'est rendue en Chine et nos collègues chinois nous ont rendu la politesse en venant avec une délégation de haut niveau. Nous avons un responsable national du Parti communiste qui est venu et nous avons également un responsable régional qui est venu. Et nous avons eu des séances d'échange, et d'apprentissage. Et rassurez-vous, Idrissou Boukari, nous avons découvert des choses au cours de la visite de nos amis chinois. Qu'avez-vous découvert? Nous avons découvert l'importance du patriotisme dans un parti politique. Nous avons découvert l'importance de la conviction du bien que nous devons faire et de l'intérêt supérieur du peuple et de la nation. Nous avons vu que la longévité du Parti communiste chinois est liée au fait que tout adhérent au Parti communiste chinois est d'abord convaincu du bien fondé de ce qu'il faut faire pour l'intérêt du peuple. Et ça épouse clairement les visions du parti l'Union progressiste, le Renouveau. Alors, le sujet, on va dire l'un des sujets de discussion, c'était les capacités donc de l'Union progressiste, le Renouveau, à exercer le pouvoir. Pourquoi ce sujet à un an des élections générales au Bénin? Ce sujet nous intéresse au plus haut point parce que nous ambitionnons et nous souhaitons que le peuple nous en donne le mandat. Nous ambitionnons de continuer à diriger ce pays et de continuer à diriger ce pays durablement. Nous ne voulons pas diriger ce pays juste en un épisode et disparaître. Nous souhaitons diriger le Bénin durablement. Face à tout ce qui a été installé pour l'instant, nous voulons continuer. Nous voulons continuer et donc nous sommes allés vers le Parti communiste chinois pour apprendre de leur expérience parce qu'ils sont au pouvoir de façon durable. Vous voyez, nous avons découvert par exemple une discipline interne au parti qui est une discipline très belle. Vous savez qu'il y a des sanctions internes au parti. Lorsqu'il y a gabégie et tout le reste, le parti vous sanctionne et la justice également vous sanctionne. Je trouve que c'était un bel exemple pour nous parce que les délégués du Parti communiste chinois ont rencontré les cadres de l'Union progressiste, le Renouveau. Et nous, cadres, nous avons compris que pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions avoir la capacité de diriger ce pays durablement et pendant longtemps, il faut que nous nous autodisciplinions. Et c'est cette discipline par
par exemple, qui est une capacité à diriger longtemps. Qu'est-ce que le Parti communiste chinois peut tirer, on va dire, de la façon de faire la politique ici au Bénin? Peut-il s'inspirer de la réforme du système partisan en cours chez nous? Ce que nous avons retenu également, c'est que le Parti communiste chinois, vous savez, nous allons faire quelques débats idéologiques. Oui. Vous savez très bien que le Parti communiste chinois, c'est le socialisme. Hein, c'est le socialisme en Chine. Mais ils nous ont montré que le socialisme tel que proposé par Karl Marx n'est plus le socialisme qui est mis en œuvre en Chine. Donc, ils nous ont montré que il y a une adaptation obligatoire des idéologies aux aspirations et aux réalités de chaque peuple. Si nous ne faisons pas cette adaptation, nous allons passer à côté du coche. Et donc, eux, ils ont réussi à faire cette adaptation. Et leur socialisme aujourd'hui, ils l'appellent le socialisme chinois. Ce n'est pas le socialisme pur et dur qui a été défini dans le Capital, mais aujourd'hui, c'est un socialisme chinois qui permet le mieux-être et le décollage de la Chine. Un très bel exemple que le Bénin devrait suivre. D'accord. Les élections générales au Bénin, c'est dans un an au niveau de l'Union progressiste. Le renouveau est à la mobilisation avec la formation des cellules de base. Comment ça se passe sur le terrain? Mais sur le terrain, ça se passe très bien et permettez-moi d'en profiter pour remercier nos responsables, nos premiers responsables du parti qui ont eu l'idée de faire cette installation graduelle et cette installation démocratique. Nous avons une formation politique qui est présente sur tout le territoire national. Les 5300 et quelques villages de notre pays, villages et quartiers de ville, comportent une cellule de l'Union progressiste Le Renouveau. Mais quels sont les idéaux du parti? Quelles sont les aspirations du parti? Nous avons commencé au plan national. Ensuite, nous sommes allés au plan des communes. Et au plan des communes, nous avons des sections. Donc, les responsables des sections ont été formés et ils ont dupliqué cette formation au niveau des membres de toutes les sections. Ensuite, nous sommes allés faire la formation des sous-sections. Les sous-sections, c'est au niveau des arrondissements. Donc, dans les 546 arrondissements de notre pays, nous avons une sous-section de l'Union progressiste Le Renouveau. Et maintenant, c'est l'étape des cellules. Nous appelons cela les cellules de base, où nous devons galvaniser les membres. Nous devons montrer comment il faut participer et quels sont les objectifs. Et les objectifs, c'est l'intérêt du peuple et c'est l'intérêt supérieur du peuple, c'est le bien-être du peuple. Les militants ont-ils la tête à la politique en ce moment? Votre phrase est contradictoire. Oui. Un militant, c'est quelqu'un qui adhère à un parti politique. Alors, quand vous adhérez à un parti politique, c'est que vous êtes d'accord pour faire la chose politique. Maintenant, si vous adhérez que la chose politique ne vous intéresse pas... Et que l'environnement socio-économique ne lui permet pas de se consacrer, donc, justement, aux réunions politiques et tout, que doit-il faire? Ben, je pense qu'il faut qu'on aille assurer la formation de ce militant-là. Parce qu'on adhère à un parti politique pour améliorer les conditions, pour améliorer l'existant. Ce n'est pas parce que c'est mauvais qu'il faut se retirer. Jamais. C'est parce que peut-être ce n'est pas très bien qu'il faut y aller pour améliorer. Puis il faut y aller pour perfectionner. Et donc nous avons besoin de tout le monde pour participer à l'édification de ce pays et au bonheur partagé à tous les Béninois. Quelle est la mission assignée justement à ces cellules de base? Les cellules de base animent la vie politique à la base. Ces cellules de base animent la vie politique pour le compte de l'Union progressiste Le Renouveau. Et au niveau de chaque quartier de ville et de chaque village, nous devons avoir un référent. Nous devons avoir un mouvement. Et la vie politique au niveau village et au niveau quartier de ville doit être animée par des rencontres, par des formations, par des séries de formations, formation à la citoyenneté, formation au respect des règles, formation au respect des lois,
Formation aux idéaux que vise notre pays et formation à ce qu'il faut pour que notre pays devienne un grand pays. Et ça, ces formations doivent être assurées au niveau des cellules de base. Et puis, l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain et la FCBE ont reçu donc, de la Sénat la liste des localités où ils sont qualifiés à désigner donc, les chefs de quartier et de village. Une nouvelle phase d'enracinement de votre parti? Bien entendu, nous avons pris, peut-être les gens disent que nous avons pris la belle part. C'est vrai que nous avons 2500 et quelques villages, chefs de quartier à désigner. Et tout cela contribuera au renforcement et à l'ancrage de ces partis politiques à la base. Je pense que la Sénat est en train de donner suite aux réformes qui sont contenues dans le code électoral. Ça, c'est très intéressant. Et puis, on sait que c'est l'Union progressiste donc, qui est allée aux élections, donc qui avait droit à ces sièges. Aujourd'hui, c'est l'Union progressiste, le Renouveau, donc qui bénéficie de ces sièges. Est-ce que là, la loi n'est pas rétroactive? Non, il n'y a pas de rétroactivité de la loi. Je comprends, hein, c'est une polémique qui a été suscitée. Et pour dire que, en fait, l'Union progressiste, le Renouveau n'existait pas au cours des élections de 2020. Parce que, faut-il le rappeler, c'est le code électoral qui dit que désormais les chefs de quartier, de ville et de village seront désignés par le parti majoritaire. Et ce même code a prévu que avant les élections générales de 2026, la désignation se fera selon les résultats des élections communales de 2020. C'est au regard de cela que la Sénat a appelé les partis qui avaient participé aux élections en 2020 pour le partage des sièges. Alors, le problème que nos camarades suscitent, c'est simplement que l'Union progressiste, le Renouveau, n'existait pas. En 2020. C'est l'Union progressiste uniquement qui existait. Mais ensuite, l'Union progressiste et le PRD ont fait une fusion. C'est-à-dire que c'est une fusion-absorption. Et créer un nouveau parti. Oui, quand on parle de fusion-absorption, quand vous fusionnez deux organisations, hein, ça c'est même classique, ce n'est même pas juridique. Quand vous fusionnez deux organisations, les deux organisations sont désormais ensemble, mais les particularités de chacune des organisations subsistent, oui ou non. Les particularités de chacune des organisations subsistent. Et donc, en subsistant au sein de l'Union progressiste, le Renouveau, l'Union progressiste fait bénéficier à l'Union progressiste, le Renouveau, des avantages dont bénéficie l'Union progressiste. L'Union progressiste, en réalité, n'existe plus. Oui, l'Union progressiste a fusionné avec le PRD. Et donc disparaît. Et a disparu et s'est dissous. Attention, c'est-à-dire que l'Union progressiste, le Renouveau, n'est pas un autre parti. Non, c'est la fusion de deux partis. Et ce que je suis en train d'expliquer, c'est un phénomène qui existe au sein de toutes les organisations. Lorsque, par exemple, Canal 3 et Canal 1 vont fusionner, les particularités, les propriétés de Canal 3 vont subsister. Et s'il y avait des avantages liés à Canal 3 et Canal 1 qui ont fusionné et qui ont donné lieu à Canal tout court, Canal tout court bénéficiera de tout ce qui est lié à Canal 3 et de tout ce qui est lié à Canal 1. Ça, c'est votre explication de... C'est une explication logique et scientifique. Ce n'est pas moi qui crée ça. Il y a une matière qu'on enseigne à l'université, c'est le fonctionnement des organisations. Et dans cette matière, on étudie les conséquences d'une fusion à absorption, les conséquences d'une dissolution. Parce que ce que les gens disent aurait été vrai si l'Union progressiste avait été dissoute. Là, l'Union progressiste a cessé d'exister. Mais l'Union progressiste n'a pas cessé d'exister. L'Union progressiste a fusionné avec le PRD pour devenir Union progressiste, le Renouveau. Tous ceux qui enseignent ou ont suivi ces matières comprennent que c'est comme ça que fonctionne
les conséquences d'une fusion-absorption, les conséquences d'une dissolution et les conséquences d'une substitution. Ce n'est pas une substitution non plus. C'est-à-dire l'Union progressiste, le renouveau n'est pas venu substituer l'Union progressiste. Non, il y a eu fusion. Et les fusions entraînent des droits. D'accord. Alors, les démocrates ne sont pas concernés par cette répartition, mais ils se préparent pour 2026. D'ailleurs, autour donc, de ce parti, un certain nombre de partis d'opposition ont créé un cadre de concertation pour mieux s'organiser dans la perspective donc, des élections de 2026. Alors, comment est-ce que l'Union progressiste, le renouveau, voit donc, ce projet? Nous sommes heureux que nos partenaires ou nos frères commencent à se mettre ensemble. C'est ce que nous souhaitions. Et c'est l'esprit de la réforme du système partisan. Que nous ayons de grands groupes. Et donc, si nos frères se mettent ensemble, si nos partenaires se mettent ensemble, mais l'objectif est en train d'être atteint. Maintenant, ce n'est pas une fusion de partis, mais c'est un cadre de concertation. Ils en ont le droit. Aujourd'hui, nous avons la loi 1901 qui régit les regroupements et les associations. Donc, les regroupements sont libres. Ils en ont le droit. Mais ce qui dérange dans ce regroupement, c'est les objectifs affichés. Je vous rappellerai que l'un d'entre eux, pas des moindres, a dit que l'un des objectifs de ce cadre de concertation, c'est de combattre le code électoral. C'est ça qui est un peu malheureux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas combattre une loi. On ne peut pas se dire démocrate, parce que c'est un démocrate, j'évite d'appeler son nom, mais on ne peut pas être démocrate et dire qu'on veut combattre une loi. Oui, plusieurs fois que ce parti a dénoncé certaines dispositions donc, du code électoral, c'est peut-être une façon de dire il faut qu'on milite pour que ce code soit relu. Vous avez changé de terminologie, monsieur Idriss Boukari. Vous avez parlé de relecture du code. Un responsable à ce niveau, qui plus est député, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, devrait savoir que les mots ont une charge. Il ne peut pas sortir le terme combattre. Il va peut-être dire, parce que le terme combattre... Pourquoi est-ce que ça gêne l'Union progressiste? Non, c'est un terme guerrier. Ce n'est pas un terme démocratique. C'est un terme qui peut donner lieu à des violences. Et ça, nous, on ne veut pas de cela. C'est vrai que le logo, il y a la flamme dessus qui brûle tout, mais ils n'ont qu'à faire attention et savoir raison garder. On ne peut pas combattre une loi républicaine. C'est la flamme de la démocratie. Oui, mais c'est la flamme de beaucoup d'autres choses aussi. Mais on peut travailler à la relecture d'une loi, à la modification d'une loi. Et ils en ont les moyens. Ils sont députés à l'Assemblée nationale. Ils savent comment il faut procéder pour relire une loi, pour modifier une loi. Ils n'ont qu'à utiliser les procédés légaux. Mais venir à la face du monde dire qu'ils vont combattre une loi, franchement, moi, je voudrais qu'on soit dans la prévention. Parce que eux, ils comprennent certainement ce qu'ils disent, mais je ne suis pas sûr que tous nos frères béninois comprennent vraiment. Parce que le mot combattre est un mot qui a un arrière-goût de violence. Nous ne voulons pas de violence dans notre pays. Nous voulons vivre en paix. D'accord. Alors, ce cadre a déjà commencé les discussions. Il y a possibilité donc que le fichier électoral soit audité. Ça fait partie donc des démarches donc entreprises par ce cadre de concertation. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que c'est heureux. Et je voudrais remercier le président Patrice Talon qui ne fait abstraction d'aucune considération. Il accepte le dialogue. Il accepte d'échanger avec tout le monde. Et il a accédé à cette requête du parti Les Démocrates. Aujourd'hui, c'est heureux que l'audit de ce fichier électoral soit enclenché. La semaine dernière, on a vu le cadre de concertation qui a été reçu par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour que cet audit soit conduit. À l'issue de cette rencontre, eux-mêmes, ils ont sorti un communiqué pour dire qu'ils veulent faire une large concertation avec toutes les forces politiques de la mouvance comme de l'opposition pour que cet audit soit fait de façon consensuelle. Mais ça, c'est des actions que nous applaudissons. Nous applaudissons des 4 mains, des 4 membres, j'allais dire. Pourquoi? Des 4 membres parce que c'est des actions qui entraînent la pacification. C'est des actions qui nous permettent de vivre ensemble. Parce que nous avons quitté la situation de la lépie
liste électorale permanente informatisée, et nous sommes aujourd'hui dans un contexte de la LEI, liste électorale informatisée. Il y a une nuance entre les deux. C'est une réforme que de quitter la LEPI pour venir à la LEI. C'est une belle réforme. Et ça veut dire que les partis de l'opposition ont adhéré à cette réforme et veulent travailler à ce que cette réforme soit la plus consensuelle possible. C'est tout ce que nous demandons depuis. Et ce sont nos amis qui ont souvent des propos va-t-en-guerre. D'accord. La modification ou bien la révision du code électoral reste l'une des préoccupations des partis d'opposition. Est-ce qu'au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, vous pensez que c'est opportun donc de revoir certaines dispositions avant 2026? Nous estimons que le code, vous savez, c'est peut-être mon côté juriste qui va déteindre dans ma réponse. Vous savez très bien que les juristes étudient les sujets tant sur le fond que sur la forme. Le code électoral sur la forme est irréprochable. Il a été voté à l'Assemblée, il a été voté à la majorité requise. Ensuite, après vote, il a été transmis. Certains députés ont contesté devant la Cour a rendu sa décision de conformité et enfin il a été promulgué. Sur la forme, le code, il est irréprochable. Maintenant sur le fond, il y a juste quelques innovations qu'il faut que nous expérimentions. Et après expérimentation, nous allons nous rasseoir et nous aviserons. Pourquoi avoir peur des mesures qui ont été déterminées dans ce code-là? Je pense que ces mesures... Pourquoi également avoir peur donc de revoir certaines dispositions incriminées par l'opposition et même la société civile? Oui, je voudrais comprendre quelque chose, Monsieur Idrissou Boukari. Lorsque, en tant que chef de famille, vous déterminez un standard à atteindre à vos enfants, c'est parce que vos enfants se plaignent que vous ramenez le standard plus bas. En fait, les députés veulent un niveau de standard auquel ils ont apporté le code électoral. Ils veulent un niveau de représentativité. Ils veulent un niveau de solidité. Inutile de vous rappeler ici tout le diagnostic qui a été fait sur les partis familiaux, les partis claniques et tout le reste. Et donc, nous voulions tourner dos à ces mauvaises pratiques pour avoir de grands groupes politiques qui puissent animer la vie politique de façon raisonnable. Alors pour vous, il n'y a pas de problème à ce niveau par rapport au code électoral. Pour vous, il n'y a pas de problème. Pour nous, c'est un challenge. Ce nouveau code électoral, c'est un challenge pour nous. Pour nous aussi, à l'Union progressiste, le renouveau. Nous savons que nous avons du boulot. Il n'est pas taillé sur mesure. Mais il n'y a aucune mesure parce que, par exemple, le quota des 20% par circonscription électorale, même nous, à l'Union progressiste, le renouveau, nous ne l'avons pas eu dans les élections précédentes. Donc, ça veut dire quoi? Que c'est un challenge pour nous. Nous nous battons aujourd'hui pour atteindre ce standard qui a été proposé par nos élus, les élus du peuple, les députés. Et donc, nous invitons tous les autres partis politiques à se mettre ensemble pour que nous puissions élever le niveau de la vie politique de notre pays. Et puis, le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU demande la libération du professeur Joël Aïvo, condamné à 10 ans de prison. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que juriste également? Oui, en tant que juriste, je comprends. Je comprends très bien. Et puis, je ne suis pas seulement juriste, j'ai des liens avec le professeur Aïvo. On ne va pas revenir là-dessus, sur ce plateau. Mais il faut dire que chaque institution fait son travail avec les informations dont elle dispose et avec les moyens dont elle dispose. Alors, on parle ici d'un groupe de travail des Nations Unies. Je voudrais simplement faire remarquer que ce n'est pas une décision juridictionnelle. Ce n'est pas une juridiction qui a rendu une décision. Ce n'est pas une instance judiciaire qui a rendu une décision. C'est un groupe de travail. Les conclusions ont été remises au gouvernement. Le gouvernement qui appréciera et qui entrera en contact et avec le groupe de travail et avec tous ceux qui le voudront pour que la lumière soit faite clairement sur cette situation et cette décision. Je crois, j'ai foi et je crois en la sincérité du gouvernement de mon pays que tous ces sujets sont traités avec la plus grande préoccupation et avec le plus grand soin. Rassurez-vous, Idrissou Boukari, ce n'est jamais un plaisir de savoir que
un compatriote est privé de ses libertés. Personne n'est heureux. Et je peux vous confier que aucun de nos responsables politiques, aucun de nos dirigeants ne se réjouit de cette situation-là. Et tout le monde cherche à ce que la situation s'améliore. Et j'ai foi que cette situation-là s'améliorera pour le bonheur de nous tous et pour le bonheur des familles de nos frères qui se retrouvent aujourd'hui en difficulté. Parce que si nous ne réglons pas ça, cela n'arrive pas qu'aux autres. Il faudrait que nous ayons en esprit que cela n'arrive pas qu'aux autres. Donc, nous avons le devoir de au niveau de nos progressistes, le renouveau, on n'a pas senti cette volonté d'accompagner cette dynamique engagée donc depuis quelques années par. Mais puisque je vous le dis et que je suis membre du bureau politique de l'Union progressiste le renouveau, je vous dis que est-ce que vous en discutez Je vous dis que c'est sincère cette situation. Le malaise. Aucun responsable de l'Union progressiste le renouveau, je mets ma main au feu. Prenez un responsable de l'Union progressiste le renouveau qui vous dise qu'il soit heureux qu'un de nos compatriotes soit privé de ses libertés, de ses droits. Nous, on n'est pas dans cette logique-là. Nous sommes dans la logique de rassembler tout le monde, de permettre à tous les Béninois de jouir de leurs droits, de leurs privilèges et de vivre heureux. Maintenant, les méthodes que nous utilisons sont peut-être moins spectaculaires. Nous, on ne rentre pas dans la rue, nous, on ne va pas faire le siège de la criette pour chanter et crier. Pas du tout. Nous avons des démarches responsables, nous avons des démarches consensuelles et nous avons des démarches de plaidoyer. Il faut arriver à faire des démarches de ce type-là. Et c'est d'ailleurs l'une des choses qu'on avait reproché en temps à l'Église catholique qui fait un colloque pour dénoncer une situation alors qu'on aurait pu faire un plaidoyer pour atteindre cet objectif. D'accord. Merci à vous, Dr Jacques Richard Kodjo, membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. C'est un plaisir de vous avoir chaque fois sur ce plateau. Le plaisir est largement partagé. D'accord, bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette aventure avec la revue de presse hebdomadaire. Et juste après, c'est le décryptage de l'actualité nationale ce dimanche. C'est Claude Alofa qui est avec nous. Il est le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Voici la revue hebdo. En novembre, seulement avec Canal+. 3, 2, 1. Allons-y. Nous exigeons la justice. Ah voilà, on commence à s'amuser. Je suis dans une extase folle. Et c'est à vous que nous devons ce succès. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, avec Canal+, chaque jour est une fête. En ce moment, pour tout réabonnement à votre formule, profitez de 30 jours offerts à tout Canal+. La preuve de l'expérience des connaisseurs refait son apparition en rénovation des gammes. La moto tant attendue est de retour au Bénin. Saneli Zopapa. Saneli Zopapa, le numéro 1 des motos à 4 temps en Afrique et ailleurs depuis 2001. Saneli la légende, c'est le confort, la robustesse, la fiabilité, la performance et la dureté assurée avec ses pièces de rechange disponibles. Opter pour Saneli, c'est choisir le luxe et l'usage paisible de motos de déplacement. Saneli, c'est la mobilité en toute quiétude. La maison Saneli est située à Cotonou-Fifadi à 50 mètres du marché et sur tout le territoire national. Contact plus 229 67 13 75 75 47 79 119 04. Saneli Zopapa. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire. Désignation des chefs de village ou de quartier de ville. Affiché le matinal, la Sénat débloque le processus. Selon le journal, la Commission électorale nationale autonome a procédé le jeudi 21 novembre 2024 à la remise de la liste des localités où les partis politiques de l'Union progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain et la Force Kouri pour un Bénin émergent sont qualifiés à désigner les chefs de village ou de quartier de ville sur la base des résultats des élections communales et municipales de 2020. À ce sujet, expliquait Fraternité, la liste des localités a été transmise
aux partis politiques Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain et Force Cori pour un Bénin émergent afin de procéder à ces nominations. Selon les informations de la Sénat, cette répartition fait suite aux élections communales de 2020 et ça rime à l'article 201 du nouveau code électoral béninois qui dispose que le chef d'un village ou d'un quartier de ville est désigné par le parti ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés dans ce village ou quartier de ville et éligible à l'attribution des sièges. Au regard de cette disposition et des résultats de ces élections publiées par la Sénat, ajoutait le journal, l'UPR obtient la majorité des sièges avec 2517 sièges de chefs de village et de quartier de ville, soit 47,54% du total. Le Bloc républicain arrive en deuxième position avec 2062 sièges, soit 38,95%, tandis que le parti d'opposition FCBE obtient 715 sièges, 13,51%. La Nation renseignait que dans la perspective des élections générales de 2026, la Cour constitutionnelle du Bénin a initié un séminaire d'appropriation de la loi 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi portant code électoral. Ces échanges sur le code électoral devraient permettre aux participants d'avoir une meilleure compréhension des dispositions électorales et d'aplanir leur point de vue. Et puis, selon Nord-Sud Quotidien, les évêques du Bénin sont préoccupés par la montée des tensions au sein de la classe politique dans notre pays. Tout en priant pour la décision de l'atmosphère politique, ils exhortent vivement notre pays, le Bénin, à retrouver ses lettres de noblesse en matière de démocratie. Et pour que cela advienne, ils urgent que chaque fille et chaque fils du Bénin, quelle que soit leur appartenance politique, œuvrent réellement en faveur de la paix et de l'unité nationale dans un climat de dialogue, de tolérance et du respect du droit constitutionnel, a déclaré Monseigneur Roger Ngoubedji. Pour sa part, le Soleil Bénin Info indiquait le 20 novembre dans le cadre de la perspective des élections générales de 2026 que l'audit du fichier électoral a été au centre des échanges lundi 18 novembre 2024 entre le ministre de la Justice et de la Législation Yvon Detchenou et les représentants du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition au Bénin. Le matinal d'expliquer que l'objectif principal de la rencontre était de définir les modalités concrètes pour donner suite à cette requête. Parmi les participants figurait Éric Houndété, vice-président du parti Les Démocrates, Apollinaire Avoyon, président du parti Nouvelle Force Nationale, Antoine Vissé-Togbé, leader du parti Grande Solidarité Républicaine, ainsi que Expérience Tébé, président du Mouvement Populaire de Libération. Des députés tels que Léon Basile Akhossi et Nouré Nouachadé étaient également présents. À l'issue de l'audience, le ministre de la Justice a expliqué que cette démarche faisait suite à une réunion tenue le 27 novembre 2023 entre le président Talon et les partis d'opposition. Fraternité y voyait des pas certains vers la transparence pour les élections générales en 2026. Les signaux sont au vert pour les élections apaisées en 2026. Les différentes forces politiques accordent leur violon sur une question le plus souvent querellée. Il s'agit du fichier électoral qui sera passé au scanner. Dans un contexte où le fichier électoral a souvent été source de tensions politiques, l'opposition a obtenu une avancée significative. Le gouvernement a approuvé l'audit du fichier électoral et des discussions sont menées pour formaliser le mécanisme de sa mise en œuvre. Si cela s'avère une victoire pour l'opposition, cela l'est davantage pour la paix et la quiétude à l'occasion de ces rendez-vous sensibles. Il faut alors décerner, ajoutait le journal, un satisfecit à un préalable certain qui se met en place afin de lever l'équivoque et dissiper d'éventuels doutes sur la fiabilité et la crédibilité de la liste électorale. Lors de sa rencontre hebdomadaire avec les médias le vendredi 15 novembre, racontait l'événement précis, Wilfried Léandre Ngoubedji, porte-parole du gouvernement, est revenu sur les grandes lignes d'action à impact social intégré
dans le projet de budget de l'État 2025. Selon lui, en quelques années, le gouvernement a fait un effort pour mettre en avant la part des actions à impact social lorsque le budget est voté, précisant que cette part représente généralement entre 40 et 50% des investissements réalisés. Les dites actions incluent principalement des initiatives sociales dont le projet Bessoké. Il y a aussi le microcrédit à la FIA dont le montant passera bientôt de 100 000 à 200 000 francs CFA. De plus, le taux d'intérêt a été réduit de 8 à 4% avec l'élimination des faux frais et tracasseries administratives. Coopération bilatérale internationale, Bénin Intelligent informait qu'en marge de la COP29 tenue à Bakou en Azerbaïdjan, le Bénin et le Royaume de Norvège ont conclu un accord. Cet accord bilatéral historique au titre de l'article 6 de l'accord de Paris marque une avancée significative dans la coopération climatique internationale. Pour la nation, cet accord historique positionne le Bénin comme un leader régional en matière de financement climatique et d'initiative au titre de l'article 6 de l'accord de Paris. Qualification des guépards pour la CAN Maroc 2025, la nation se réjouissait mercredi de ce qu'au bout de la nuit et dans le désert libyen, les guépards du Bénin ont décroché lundi 18 novembre leur ticket pour la CAN Maroc 2025. Steve Mouni et ses coéquipiers concluent de fort belle manière une campagne marquée par des rebondissements et une résilience sans faille, en tenant en échec les chevaliers de la Méditerranée 0-0 au stade de Tripoli. Et à leur arrivée, Fraternité a noté un impressionnant cortège triomphal vers la place de l'Amazone. Après l'accueil à l'aéroport, un cortège de supporters et riverains a conduit les guépards jusqu'à la place de l'Amazone où une foule immense les attendait. À 17h30, le bus des joueurs est arrivé sous un tonnerre d'applaudissements, des chants patriotiques et une animation festive. Les supporters, pour la plupart vêtus des couleurs nationales, ont chaleureusement accueilli leur héros, marquant le moment par l'hymne national exécuté à l'unisson. Ensuite, l'artiste Don Métoc a enflammé le public avec le tube mythique « Hymne à l'équipe nationale, allez les guépards ». Bravo Patrice Talon, s'exclamait le matinal, pour lequel, à l'issue d'un match épique face à la Libye, les guépards ont composté leur ticket qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Maroc en 2025. Outre les poulains de guerre Notre-Ror qui ont redonné le sourire à tout un peuple à travers cette 5e qualification du Bénin à une phase finale de la CAN, il convient de décerner une fière chandelle au premier supporter des guépards, Patrice Talon, qui depuis quelques années travaille à imprimer une nouvelle dynamique au football béninois. Le pays émergent de s'exclamer à son tour, le Bénin parmi les pays qualifiés. Bravo les joueurs, félicitations aux membres de la fédération. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci d'avoir été à l'écoute. Sweet Glory est notre artiste de la semaine. Il sera sur ce plateau juste après le décryptage de l'actualité nationale. Mais avant, il est déjà installé. Claude Alofa, bonjour. Bonjour, chef. Directeur de publication du quotidien L'Informateur, merci d'être avec nous. On va commencer avec la manchette de votre parution du jeudi qui parlait de graves irrégularités dans la gestion de l'hôpital de Ménotin. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Oui, avant notre manchette, c'est le gouvernement de la République du Bénin et donc les divers audits sur le terrain commandités donc par le gouvernement qui ont déclaré à la suite donc du travail fait sur le terrain qu'il y a donc de graves irrégularités dans la gestion de l'hôpital. Et ces irrégularités malheureusement ont impacté également le type de traitement qui était offert donc aux
aux populations, aux patients, lorsqu'ils sont sur le terrain. Bien évidemment, dès que vous gérez mal l'argent, dès que vous gérez mal les services, les biens qui doivent être utilisés, à partir de ce moment, ceux qui doivent en bénéficier également, la gestion les impacts négativement. Donc, le gouvernement, je crois, après donc, tout ce tour-là et donc tout le travail fait par les différents audits envoyés sur le terrain, a donc pris la décision de pouvoir donc corriger le tir et donc... Qu'est-ce qui pourrait justifier cette mauvaise gestion, Claude? La mauvaise volonté, forcément, des responsables. Voyez-vous, c'est toujours l'homme qu'il faudra pour. On ne mettra pas des robots. En tout cas, pour le moment, nous ne sommes pas à l'étape où on va faire gérer nos structures par des robots. Ce sont des hommes. Et tant qu'il y a des hommes qui doivent gérer, il est important que ces hommes-là décident de bien faire. Dès que vous ne voulez pas bien faire, et quand c'est le pire, c'est quand c'est à la tête d'une structure comme un hôpital, et ça devient vraiment malheureux et difficile. Donc la cause, c'est toujours les dirigeants eux-mêmes, les responsables qui sont nommés à ces différents postes, parce que ce sont eux qui prennent les décisions. Ils ne disent pas qu'ils ne manquent pas de moyens pour faire le travail, mais juste la manière de faire le travail, ils pensent plus à eux. Et je crois que c'est beaucoup plus le problème au niveau donc, de la gestion des structures en général au Bénin. Et vous voyez, régulièrement, nous parlons donc de ces défauts-là. Et donc, après, on va entendre des gens qui seront devant la criette et on va commencer donc tout le processus judiciaire. On va voir la manchette, si tout va bien, de l'autre côté de la régie. Mais le mandat de gestion a été retiré à l'association médico-sociale, mais la continuité du service donc, est assurée pour les patients. C'est une bonne chose, non? Évidemment, on ne peut pas fermer l'hôpital. Oui. Voyez-vous, on ne peut pas fermer l'hôpital parce qu'il y a des patients, il y a des gens qui vont venir, d'accord, mais il y a des gens qui y sont actuellement. Alors, si on ne le fait pas ainsi, cela risque de créer plus de problèmes. C'est vrai, il faut corriger le mal qui est fait, mais à un moment où on corrige dans un hôpital, on est obligé donc de laisser continuer le travail. Et maintenant que chacun est informé qu'il y a problème, je crois que tous ceux qui auront à être associés dans la continuation du traitement des services donc, aux populations, je crois que ceux-là vont prendre plus la mesure de la tâche et se montrer beaucoup plus responsables. Généralement, c'est vrai qu'on ira forcément en un changement des responsables, ce sera cela forcément, mais dans tous les cas de figure, ceux qui pour le moment continuent, je crois que ça va les aider à se corriger et à améliorer les patients. L'essentiel, je crois, c'est dans un hôpital, c'est la vie des patients. Tout à fait. Oui, et puis les poursuites judiciaires qui sont également annoncées, obligatoirement. Les concernés ont été instruits à cet effet. Il faut voir clair dans cette gestion. Et évidemment, ce serait injuste qu'on gère mal et qu'on gère mal la vie des hommes, qu'on gère mal ce qui doit servir à soigner les hommes et les humains, je veux dire les Béninois, et qu'on s'en sorte sans grande charge. Ce serait pas juste parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Quand on est responsable, ouais, de plus en plus, il faut qu'on se l'enseigne les uns les autres. Quand vous êtes un responsable, vous avez l'obligation de prendre les décisions. Lorsque vous prenez les décisions et que peut-être un supérieur hiérarchique ne vous permet pas de travailler, vous décidez de pouvoir quitter. La loi vous permet donc de partir. Mais quand vous décidez de rester et de faire semblant, les charges, c'est d'abord sur vous. Ce sont eux d'abord qui vont descendre donc, devant la juridiction, vont s'expliquer et peut-être réussiront-ils à impliquer des supérieurs hiérarchiques à eux. Sinon, je pense que forcément, il faut taper du poing sur la table. Il faut donc que la justice, nous ne donnons pas d'ordre à la justice fera donc son travail, trouvera donc les coupables là où il y a des coupables. Mais de dehors, nous disons, il doit y avoir forcément de coupables. Et on ne peut pas mal gérer pour rien. Il y a surtout un responsable. Forcément, il y a un responsable. D'accord. Les élections générales au Bénin, c'est dans quelques mois, même si on ne le sent pas trop dans les états-majors des partis politiques. Il y a eu tout de même cette initiative, j'en parlais déjà avec le docteur Jacques Richard, c'est la mise en place donc du cadre de concertation des partis d'opposition. Une bonne démarche selon vous?
Oui, un bon début, dirions-nous, hein, par rapport... Bon, je ne parle pas du cas de concertation, je parle par rapport donc, à la nécessité de revoir, de chercher à voir mieux dans la liste. Le cas de concertation des partis de l'opposition, oui, je crois que c'est pas trop tôt. Hein. Lorsque vous décidez de prendre le pouvoir de le gérer, il faut apprendre à se connaître. Mais à 1 an, je me dis que ce n'est pas trop tôt. C'est quelque chose qui devait arriver beaucoup plus tôt, surtout qu'on n'a pas des partis d'envergure. Bon, je sais pas, je les juge pas, hein, faut pas que je fais pas de la mauvaise publicité pour eux. C'est par rapport aux résultats qu'ils obtiennent, hein, et aux élections que je parle. Et donc, on n'a pas des partis qui sont puissamment installés et qui peuvent donc s'en sortir seuls. Et les réactions, les actions sur le terrain, depuis l'arrivée au pouvoir du président, le chantre de la rupture, on ne voit pas du tout des actes qui sont posés de manière à permettre que l'opposition puisse gagner une élection. Donc, pour moi, par rapport à notre lecture de la vie politique béninoise, mettre sur pied un cas de concertation, oui, c'est une très bonne chose, mais c'est toujours un problème de timing. Parce que, voyez-vous, les problèmes sont déjà nés, parce que tout le monde ne s'y retrouve pas tout de suite déjà. Alors que le travail à faire... qui ne s'y retrouve pas... Pas tout de suite, oui, voyez-vous déjà. L'espoir qui n'est pas invité à la vous table comprenez, de alors que tous on se dit que nous sommes la démarche de donc, pour obtenir, on va dire, l'audit du fichier électoral, vous l'avez titré, le gouvernement est favorable donc, à cette initiative, donc c'est une chose à encourager. Évidemment pour la paix, hein, pour que nous soyons heureux à la fin donc, de l'élection, pour qu'on puisse dire, que chacun puisse reconnaître, hein, que nous avons perdu légitimement ou nous avons gagné légitimement. Il est important qu'on s'entende déjà dès le début. Dès que les structures en charge de l'organisation de l'élection vont commencer à travailler, il sera difficile de pouvoir revenir en arrière. Mais déjà très tôt, l'acte politique, c'est bien sûr l'audit. C'est un acte politique, en fait. L'audit du fichier électoral garantit-il la transparence des élections? Évidemment, tout à fait. Dès que vous connaissez tous ceux qui votent, vous savez où est-ce que chacun vote, vous en êtes sûr. Tout le résultat, à la fin, à 70%, c'est déjà sûr que c'est la vérité. Ça veut dire qu'on peut déjà ranger la bataille donc, du code, de la relecture du code électoral. Dans tous les cas de figure, je crois que ce serait mieux à mon avis, hein, parce que je ne suis pas sûr que ce soit une demande qui puisse prospérer à présent. Parce que cette demande existait, hein, il y a bien longtemps, mais c'est plutôt à la relecture l'audit du fichier électoral qui a été donc accepté par le chef de l'État. C'est peut-être un signe pour dire que la relecture du code électoral n'est pas quelque chose à envisager. Je ne suis pas un parti mais je vois juste ce que le chef de l'État, l'acte posé par le chef de l'État, en permettant donc qu'on pense qu'on va auditer donc le fichier électoral. C'est une manière de dire que c'est ce qui est possible pour que nous pouvons faire ensemble. Parce que ça doit être fait par tout le monde. Ce n'est pas seulement les partis d'opposition qui vont faire l'audit. Ce sera donc une structure, je crois, indépendante et technique. Mais l'acte, la décision est politique. Et ça, c'est le chef de l'État qui a pris cette décision. Là-dessus, c'est à saluer. Et puis, bientôt, on va connaître les chefs de quartier, hein, et les chefs de village. On connaît déjà la clé de répartition, donc les sièges qui reviennent donc, aux 3 donc partis politiques. J'évoquais le sujet donc avec mon premier invité. On parlait de la rétroactivité donc de cette loi. Quelle est votre opinion là-dessus? Bon, là-dessus, les actes sont juridiques, mais aussi politiques. Et quand c'est seulement juridique, c'est facile à gérer. Mais quand la politique doit s'y mêler, et quand c'est par rapport aux intérêts des acteurs politiques, la lecture devient difficile. Et nous disons à notre niveau que
ce ne sera pas possible de faire perdre, voyez-vous, au parti politique Union progressiste, le renouveau, de lui faire perdre cette manne-là, de pouvoir nommer les chefs de village. Parce que le parti a désormais les anciens, donc PRD, donc en son sein, dans la répartition des sièges. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est sera le problème? Est-ce que c'est seulement les anciens, on va dire dirigeants ou militants donc du parti Union progressiste qui seront positionnés, ou on va aller chercher les militants du PRD? Donc comment ça va se passer? Est bien là, vous voyez bien justement, hein, la question est là. Est-ce que ce sera le début de la fin de cette union? On se pose la question. Si ce ne serait pas le début de la fin, parce que ce serait légitime que tous les membres du désormais parti Union progressiste, le renouveau, soient considérés et soient positionnés. Mais ceux qui avaient fait le combat pour l'élection et qui ont permis de gagner, ce serait aussi légitime qu'ils disent c'est nous qui étions sur le terrain, c'est nous qui avons fait le combat. En ce moment, vous étiez de l'autre côté, vous nous aviez combattu. Pourquoi est-ce que vous allez partager le pain avec nous? Nous attendons de voir comment est-ce que cela va se gérer à l'intérieur. C'est vrai, comme je le disais, sur le plan juridique, lorsque la lecture doit être faite aussi bien sur le plan politique que juridique, nous ne pourrons pas nous en sortir. Ce serait juste un débat que nous allons faire. Mais le plus gros problème sera donc à l'intérieur du parti. On attend que le parti nous règle cette situation-là. D'accord. Très rapidement, un mot de sport avec vous, Claude Alofa. On a beaucoup parlé de cette prestation donc des Guépards pendant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 à Tripoli. Nous avons pu décrocher le billet pour le Maroc. 2025. Ah oui, et enfin c'est fait. L'épreuve a été dure. C'était pas facile. Nous avons gardé les mains sur le cœur tout le temps. Nous avons croisé les doigts du début jusqu'à la fin. C'était vraiment pas facile, mais nous l'avons fait. Beaucoup n'y croyaient plus. Hein? Oui, nous n'y croyons plus, mais nous espérions. Et nous prions pour que cela... Oui, parce que vraiment, on a raté les occasions de pouvoir nous qualifier. Oui, ces Guépards, nous les félicitons. Nous sommes en train donc de les célébrer actuellement, mais nous savons qu'ils nous ont fait très peur. Le Bénin s'est fait très peur, les Guépards se sont fait très peur, et cela nous amène tout juste après donc cette qualification à commencer par se demander qu'est-ce qui va se passer là-bas au Maroc. Oui, le plus dur va commencer. Et il faut donc, je crois, le gouvernement a manifesté sa grande volonté de permettre donc aux Guépards d'avoir une bonne préparation. Alors il reste aux acteurs sur le terrain de reconnaître qu'ils doivent défendre. Oui, nous les avons célébrés, mais ce n'est pas après avoir oublié les peurs qu'ils nous ont faites depuis quelques temps déjà. D'accord. Claude Alofa, directeur de publication du quotidien L'Informateur, merci. Pour ce regard sur l'actualité. On se retrouve dans quelques semaines sur ce plateau. Et pour finir, voici notre artiste de la semaine. La femme est un être à respecter. Homme, prends-en conscience. Elle s'inquiète pour ton retour. Au moment t'es en ville avec tes vautours. Elle a fait le dîner avec tout son amour. Et tu reviens à jouer le fou. La femme est très fragile. Elle a besoin d'être protégée. Elle a besoin d'être écoutée. Se sentir en sécurité. T'as le devoir d'être son bouclier. Tu dois la protéger. Elle doit être priorité. Tu dois la magnifier. C'est par amour et la patrouille. Nous est pas un insecte. Et j'ai une confidence. Nous y'a pas nous bête. Manda gauche, à droite. Manda rocoton, coto, à droite. Manda gauche, à droite. Manda rocoton, coto, à gauche. Elle n'est pas compliquée. T'as pas la sacrifier. Elle a besoin d'être protégée. Dans le monde entier. Sans la femme, on
ne peut exister. On ne serait pas éduqué, on se sentirait abandonné. Maman mio, tellement mieux t'as de même boire nos bateaux maintenant maman. Tellement mieux t'as de même boire nos niso maintenant maman. Oh la 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 la, oh la la la, oh la 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 la, oh la 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 la, oh la la la, oh la 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 la. Emmanuel Mpati dit Bolingo depuis Parakou très très fort. Maintenant tu sais qu'elle est fâchée. Comment faire pour la récupérer dans la nuit folle? Histoire de couple, c'est le titre du morceau signé Sweet Glory, notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format. Bonjour. Bonjour Idriss, bonjour à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Bonne arrivée, c'est un plaisir de vous revoir sur ce plateau. La dernière fois que vous étiez ici, c'était en avril 2023. En tout cas, bon retour à vous. On Merci. dit que Sweet Glory est l'un des artistes les plus humbles au Bénin. Est-ce que c'est vrai? Naturellement, c'est l'humilité qui est la clé de toutes les portes, donc voilà. Alors pourquoi, malgré le succès que vous connaissez, pourquoi cela ne vous prend pas la tête? Eh bien, déjà, c'est l'éducation de base. Tu vois, je suis né dans une famille très humble. Ça m'a été inculqué depuis l'enfance, donc voilà. Et celui qui a la crainte de Dieu est forcément humble. Et puis nous vous savons également très disponible à chaque fois que nous vous sollicitons sur ce plateau. En tout cas, merci à vous. Alors, Sweet Glory, c'est qui? Sweet Glory, c'est un gars qui est né d'un papa artiste, Monsieur Gampon Grisset. Je suis venu à la musique en 88 grâce à Monsieur Akoulé Franck. Et voilà, 4 albums avec All Backs, beaucoup de trophées gagnés, dont Benin Top 10, Benin Golden Award, et 2 albums en solo et plusieurs singles sortis déjà. Voilà, quoi. Et puis on dit que Sweet Glory magnifie trop la femme. Est-ce que ça parle beaucoup de Est-ce qu'on peut magnifier trop la femme? On ne peut jamais cesser de magnifier la femme. Celle-là qui porte la vie, celle-là qui... comment on dit, qui donne la vie, ça ne suffit pas de la magnifier. En fait, on doit la vénérer carrément. Il faut le faire encore plus. Voilà. D'accord. Alors, vous avez démarré votre, on va dire, brillante carrière musicale avec ce groupe. Donc, pendant des années, vous l'avez dit, 4 albums à votre actif. C'est un groupe également qui vous a tout donné? Naturellement. Je dirais, ça m'a formé dans tous les domaines et ça m'a beaucoup donné. Et puis vous étiez le leader vocal de ce groupe qui a fait effectivement son temps. Quelle est votre opinion sur la nouvelle génération de ce groupe qui renaît de ses cendres? Je dirais que c'est d'abord une bonne idée parce que nous sommes sur un terrain qu'on appelle un marché. Et il faut toujours innover dans les produits que nous présentons. Donc, si Koula a eu l'idée de créer un autre All Backs qui porte le nom de All Backs Nouvelle Génération, je ne peux que le dire. Félicitations et que l'aventure continue. C'est une question qu'on ne peut pas ne pas vous poser à chaque fois que nous avons l'occasion de vous voir. Est-il encore possible de voir Sweet Glory dans ce magnifique groupe? Non, pas dans le groupe, mais en featuring avec le groupe. D'accord, une collaboration. Une collaboration. Ça ne me dérange pas du tout. Si c'est un très bon projet, pourquoi pas? Vous êtes partant. D'accord. Quelle relation avez-vous encore avec ses amis, on va dire même les frères, avec qui vous avez grandi ensemble? Kool Daddy, il y a Alino désormais, il y a Rosan, il y a Vicky, les 4. Ziki également. Oui, sinon je suis en contact avec Rosan, mais pas avec les autres. D'accord. Toujours free, quoi. Je garde rien. D'accord. Je vais regarder avec mon sosie. On est en contact. Il y a un qui chante exactement comme Sweet Glory. C'est d'ailleurs, vous êtes d'ailleurs son idole. Donc il a dit sur ce plateau on est en contact, on s'écrit, on se donne des conseils. Il n'y a aucun problème.
Voilà. D'accord. Vous avez quitté ce groupe comme ça. Est-ce qu'on peut connaître les raisons? Non, les raisons sont tellement multiples qu'on ne peut pas finir de les citer ici. Mais il faut dire que j'ai quitté le groupe depuis 11 ans. Hein. Oui, mais il y a un an, j'ai dit, je n'en fais plus partie. Et les gens ont mal pris. Bon, de toutes les façons, ce qui est fait est fait. Et la vie continue. Chacun est dans sa carrière aujourd'hui. Je ne peux que nous souhaiter le succès et que le bonheur nous accompagne. D'accord. Et puis on ne va pas s'empêcher de rendre hommage à Blouf, l'un des membres influents de ce groupe qui est décédé en 2013. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Blouf, c'est l'ami que tout le monde rêve d'avoir. C'est le frère que tout le monde rêve d'avoir. C'est-à-dire, il est dans un trou, tu as besoin de lui, il est toujours présent. Et Blouf était pratiquement le manager du groupe quand on a fini avec tous les managers. C'est Blouf qui allait pêcher les contrats parce qu'il était ami à tellement de personnes qu'on ne peut pas compter. Donc c'est une grosse perte. C'était un homme, un frère. Voilà. D'accord. Quand vous avez quitté le groupe, vous avez lancé votre propre machine qui produit des singles quotidiennement. On va parler de Djebou. Djebou, ce morceau qui a cartonné. Parle-nous de ce titre. Baba Djebou, j'ai fait un constat. Oui. Je suis entouré des gens qui jouent un jeu et qui sortent des thèmes qui est bien utilisé un peu partout, qui sont plutôt bien utilisés un peu partout, et j'ai dit pourquoi pas ne pas faire ce constat là dans un morceau. J'ai fait qu'est-ce que ça donnait? La loterie a traîné à prendre, et ils ont pris après. Mais j'aurais voulu être l'ambassadeur de ce jeu-là. Donc, j'attends toujours. Non, ça va venir. Nanou également. Nanou. La vie est très courte. La mort ne nous dit pas qu'elle arrive. Ne prévient pas, merci pour le mot. Donc, c'est pas parce que j'ai des projets que je ne peux pas me faire plaisir maintenant. Parce que je ne connais pas ce qui va m'arriver dans la minute qui vient. Donc, non, amusons-nous, faisons-nous plaisir et prenons de plaisir à vivre. D'accord. Voilà. Le morceau est sorti le même jour qu'un autre. C'est Maouja. C'est bien ça? Maouja Noumi. Oui. Voilà. Vous là, qui ne cessez de nous rendre la vie difficile. C'est qui? Ceux qui se connaissent, nous là, on ne les connaît pas. Oui. Le Seigneur vous voit. Et c'est Michel Djanami. Donc voilà. C'est lui pour prévenir ceux-là qui essaient de nous nuire. Nous on se bat, on se gêne, on s'échine. Et il y a toujours des gens qui sont là pour nous mettre les bâtons dans les roues. On les dit, méfiez-vous. Parce que la colère de Dieu vous attend. Si vous ne vous repentez pas. C'est tout ce que la chanson dit. D'accord. Et puis Happy Day qui a également marqué son temps. Le morceau est sorti le 24 janvier 2023. Happy Day parle de quoi? Oui, Happy Day, il faut forcément... Vous savez, le jour d'anniversaire de chacun de nous, c'est notre nouvelle année. Oui. Donc, pourquoi ne pas magnifier ce jour à travers une chanson? Donc, Rapide. Et moi, j'avais cru, parce que le morceau n'a pas vraiment pris comme j'aurais voulu. Il a pris que personnaliser une chanson d'anniversaire, au lieu que ce soit les invités qui nous chantent ça, que soi-même se chante un son, ça serait un truc bien. Mais j'ai vu, soit les gens ne sont pas au courant de ce son, soit... je sais pas, ils n'ont pas aimé. Oui, qu'est-ce qui n'a pas... Je sais pas encore, je cherche. D'accord. Non, c'est que ça va finir par apprendre. Un peu comme... donc, bon. Donc, moi, Asago. Ah oui. Ça, c'est un titre fétiche pour ce Glory. Ça m'a donné 2 distinctions la dernière fois. Bien sûr. Pendant la même soirée, hein, aussi KO, à Ouida, il y avait 10 pays. J'ai été le lauréat
de ce concours, c'est-à-dire j'étais meilleure vidéo, Sikao, donc c'était moi. Et puis au cours de la même soirée, il y a eu Ciseaux d'or, Ciseaux d'or qui ils m'ont distingué aussi. Donc voilà, je dis merci. D'accord, on va sur ces instances. D'accord, on va sur une petite séquence donc du morceau et puis on revient sur ce plat. D'accord. Me no sweetie lover, Mi come de wa, no membe. Fe come de wa, no membe. Poli mi con de ten that's way. Ayo no me mo gwa maka that's way. Mi me be we te poho, me no tell me de to mi me poho te poho. Me no tell me de to me be we te poho. Me no tell me de to mi me poho te poho. Me no tell me de to mi bonde. Que toi flosso, boy don't for the G. Make it up from me, boy don't for the G. Let me where we is so. Yeah, flosso, boy don't for the G. Make it up from me, boy don't for the G. Let me where we is so. Ce titre donc de Sweet Glory, notre artiste de la semaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Donc moi, ça, vous savez, quand vous êtes dans votre couple, il y a toujours des gens qui viennent mettre leur bouche dans vos affaires. Et puisqu'on les connaît aujourd'hui, il y a de ces amis-là qui veulent peut-être la place de l'autre et qui les conseillent mal. Celle qui n'est pas dans un foyer veut donner des conseils à ceux-là qui sont dans les foyers. Je dis c'est dangereux. Donc, c'est un peu comme les influenceuses que nous avons. Voilà, puisque nous sommes vaccinés comme ça. Donc moi, ça, c'est ça là qui tient le couple. Justement, quel est le message que vous passez justement à travers ce morceau? N'écoutez pas ceux-là qui vous donnent des conseils. Si tu as des problèmes avec ton mari, appelle ton mari et discutez entre vous. Le couple, c'est deux personnes. Il n'y a pas une troisième personne. Un couple, c'est deux. C'est deux, ou rien. Dès que la troisième personne intervient, c'est fini quoi. C'est fini, le couple se gâte. D'accord. À d'autres problèmes de race, surtout avec la situation, il ne faut pas le dire aux voisins. Voilà. Ne le dis à personne. D'accord. Aujourd'hui, vous évoluez dans une carrière solo. Quelle est votre vision? Où voulez-vous aller? Déjà, je veux me refaire au Bénin. J'étais dans All Blacks, on connaît All Blacks. Maintenant, je veux... Et toute la fois quand on est Sweet Glory, on dit... Voilà. Il faut que Sweet Glory soit dans toutes les bouches. Déjà sur le plan national. Et après, progressivement sur le plan africain. Et sur le plan international après. Donc voilà. D'accord. Je veux conquérir le monde. D'accord. On va revenir sur ce feat. Donc réalisé avec Mouika. Sur le titre Dégagé. Oui, Dégagé. Dégagé, comment est-ce que la collaboration est-elle née? Oui, c'est un jeune frère qui a produit le son. Le jeune frère a envoyé Mouiki vers moi. Mouiki m'a dit, il a chanté, j'ai dit, c'est du bon. Automatiquement, nous sommes allés au studio et on a sorti Dégagé. Voilà. Et qu'est-ce que cette collaboration, qu'est-ce que ça vous a apporté? Bon. Je dirais que la collaboration normalement devrait apporter aux jeunes parce qu'il n'est pas encore connu, donc voilà. Mais j'attends que le producteur fasse la promotion de ce morceau. Fulbert, faire la promotion de ce morceau. J'attends ça. Non, voilà. Non, il va le faire. On va suivre en quelques secondes Dégagé et revenir pour finir notre entretien. Sugar, you mean rushing the hall, sweetie, I'm on get so wet, or in your lama, you go. And I tell you, say, you are going to do you, mommy, lost my bammy joke. Or they get you too sexy, your listening at your rosy. They don't say I'm lazy, but I know you no be joking. Moletori, I love Jack Bessie, no be sharing. Moletori elo tamango, no be shere. Moletori e baramboja commando, I'm no be joko. I'm your super.
pour ce morceau qui, Sweet Glory, a une tendance nigériane. Comment ça s'explique? Oui, naturellement, parce que le jeune, lui, il a fait son enfance au Nigeria. Et il est revenu au Bénin pour sa carrière aujourd'hui. Voilà, donc c'est le mélange de deux couleurs. Musical, bien sûr. Voilà, et c'est ce que ça a donné. Donc, une bonne promotion autour de ce son, je pense que ça va faire effet. Tout à fait. Et après ce feat, vous préparez quelque chose qui est déjà presque après le Adjapiano, donc de Sweet Glory, qui va sortir le 28 novembre prochain. Oui. Ou Annette, vous, est-ce que tout est déjà au point? Désormais, c'est le général Sweet Yehwe, donc... D'accord, d'accord. Parce que Adjapiano, c'est un truc de ouf qui arrive. Bien sûr. Le son est fin prêt. Oui. J'ai voulu sortir la vidéo avec le son, mais vu tout ce qu'il y a autour, je ne sais pas encore, hein, parce qu'il reste toujours. Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Qu'est-ce qu'on veut découvrir dedans? Eh bien, justement, Adjapiano, c'est Gogorun et le drum de Amapiano. Maintenant, Gogorun, il y a une partie de Gogorun qui est chaud. C'est ça, moi, j'ai pris. Je n'ai pas fait, comment on dit, le truc standard qui est facile à faire. J'ai fait le show. Donc, c'est la particularité sur ce son. Et j'ai, comment on dit, j'ai rendu hommage à tous ceux-là qui ont créé Gogorun jusqu'au niveau de Adjapiano dans ce morceau. Alors, voilà. Le lancement se fera comment? Non, c'est juste mettre le son disponible sur les plateformes, voilà, pour le moment. D'accord, on va déjà inviter les fans donc, à se préparer pour accueillir le nouveau... Parce que là où vous allez télécharger le son, c'est sur Général Sweet Yehwe, sur YouTube. Tapez Général Sweet Yehwe. D'accord. Voilà. En dehors de ce morceau, est-ce qu'il y a des projets Oui, le 1er janvier, il y a un autre son qui arrive. Ah oui. En même temps, et puis en février il y a un autre son et en avril il y a un autre son. Il n'y a plus de repos, c'est fini. Le général est là, ça va chauffer désormais. Qu'est-ce qui vous inspire comme ça? Non, moi je suis né dans une famille artistique, je chante tout le temps, j'ai beaucoup de chansons là. Il faut commencer par les faire sortir. J'ai des albums, j'ai besoin d'un gros promoteur. Pour pouvoir rendre visible et pouvoir donner de valeur à ces œuvres. Voilà, parce que seul, je ne peux rien. D'accord. Il n'y a pas de concert en vue. Nous sommes déjà presque pas concert personnel, mais il y a des invitations déjà qui sont en cours pour des trucs privés. Donc, d'accord. Voilà. On va finir. On va reprendre... le Adjapiano là. La musique qui a pris le pouvoir, Adjapiano, le son qui fait buzz sur les platines, Adjapiano, tout le monde sing Adjagan, Adjagan, respectez les aînés, c'est pas mes catégories d'ambiance, dégage, allez vous préparer, le général est là, allez vous cacher, vous êtes dans l'eau, petit poisson dans l'eau, vous êtes dans l'eau, petit poisson dans l'eau, cesse de parler, je veux Paris dans l'eau. Voilà un peu. Allez télécharger très bientôt, c'est dans 4 jours. C'est du D'accord. Remerciements. Voilà, je dis merci surtout parce que vous avez vu la vidéo tout à l'heure là. C'est riche ou rien. Riche ou rien, merci. Merci pour tout. Je ne t'oublie jamais. En tout cas, merci pour son soutien aux artistes. Donc, Sweet Glory en direct sur le plateau du Grand Format. C'était notre artiste de la semaine. Merci de votre passage une fois encore sur le plateau du Grand Format. Rendez-vous le 28 novembre prochain pour accueillir le nouveau-né donc du général Sweet Yehwe. Alors, bon dimanche à vous. Pareil à toi aussi, frère. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure Grand Format de ce dimanche 24 novembre 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Djedje. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.